On estime que dans le monde, il y a une disparition toutes les 30 secondes, ce qui nous donne un chiffre hallucinant de plus d'1 million de disparitions par an. Parmi ces disparitions, beaucoup sont explicables, beaucoup d'affaires sont résolues, et certaines affaires, comme celle dont on va parler aujourd'hui, restent mystérieuses après plus d'un demi-siècle. Yo, salut, c'est Mario, et bienvenue sur la chaîne Oka. J'espère que vous aimez les histoires de disparitions mystérieuses parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. On va parler de la disparition d'un groupe de 5 potes dans les années 70 qui est encore aujourd'hui considérée comme une des histoires de disparition les plus mystérieuses de l'histoire des États-Unis. Le 24 février 1978, Ted Wire, Gary Machias, Jack Madruga, Jack Huet et Bill Sterling quittent ensemble leur domicile qui se trouve dans le comté de Yuba City pour aller assister à un match de basket universitaire à Chico, à 80 km de là. Ils ont prévu de rentrer chez eux directement après le match parce qu'ils ont eux-mêmes un match à jouer le lendemain dans le cadre des Jeux Olympiques spéciaux. On les imagine très bien avoir passé une super soirée ensemble et avant de reprendre la route, ils s'arrêtent dans une supérette pour s'acheter de quoi manger sur le trajet du retour. C'est la dernière fois qu'on les verra vivants. Donc comme vous le voyez sur cette carte, Chico se trouve au nord du comté de Yuba City où habitaient les 5 disparus. Mais bizarrement, les autorités retrouveront leur véhicule à 120 km de Yuba City au nord, en plein sentier forestier de la forêt de Pluma. Bon, donc déjà, on sait qu'ils sont impatients de rentrer pour disputer le match qui les attend le lendemain. Et les familles des 5 nous diront que c'était pas du tout le genre à organiser une randonnée improvisée en pleine nuit dans une forêt d'un lieu qu'ils connaissent pas. La voiture, elle, sera retrouvée vide et verrouillée, et les snacks qui ont été achetés la veille ont été consommés. Mais le plus bizarre, c'est l'endroit où a été retrouvée la voiture. Donc imaginez-vous bien un sentier de forêt enneigé, et plus bizarre encore, il y a encore un quart du plein qui est dispo dans la voiture. Donc c'est comme s'ils s'étaient garés là et qu'ils étaient partis intentionnellement. La voiture est garée soigneusement le long d'un chemin en très mauvais état connu uniquement des locaux, et pratiquement impraticable durant l'hiver. Et pour arriver à cet endroit-là, on emprunte un sentier sinueux sur près de 30 km dans la forêt. Et comme apparemment Madruga faisait super attention à sa voiture, ses proches ne comprennent pas pourquoi il se serait aventuré à cet endroit-là intentionnellement. D'ailleurs, la voiture est assez propre, il n'y a pas de coup sur la carrosserie, le châssis est en bon état, on voit qu'il n'y a rien qui a été percuté, et surtout, elle est embourbée dans 30 cm de neige, mais on imagine bien qu'à 5, qu'ils auraient facilement pu enlever la neige qui bloquait la voiture. Bon, alors c'est bien, les autorités ont retrouvé la voiture, mais qu'en est-il des 5 ? Eh bien, ils retrouveront aucune trace d'eux, que ce soit dans le véhicule ou autour. En fait, cette nuit-là, il a neigé énormément, ce qui a effacé toute trace de leur passage. C'est que 4 mois plus tard qu'un groupe de randonneurs tombera sur le cadavre de Ted dans une caravane forestière à 30 km de la voiture. Les corps de Bill et de Jack Madruga sont retrouvés 7 km plus loin par les autorités, certainement morts d'épuisement. Et les restes de Jack Huet sont retrouvés dans la même zone mais complètement éparpillés. Le malheureux aura certainement été dévoré par des animaux sauvages. Par contre, la seule chose de Gary qu'on retrouvera, ce sont ses baskets qui étaient restées dans la caravane. Donc imaginez les 5 en pleine nuit l'hiver pendant une tempête de neige se taper 30 bornes à pied, habillés comme vous et moi l'hiver, hein, sans avoir d'équipement particulier pour la randonnée en montagne sous la neige, se taper 30 bornes de nuit. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas ? Et là où il y a encore plus de mystère, c'est que la caravane dans laquelle on a retrouvé Ted, eh ben on retrouvera aussi de quoi manger et se chauffer. Sauf qu'ils ont quasiment pas touché la nourriture. On a bien trouvé quelques conserves ouvertes, mais ils se sont laissés mourir de faim et de froid, alors qu'il y avait de quoi tenir plusieurs mois en conserve dans la caravane et qu'il y avait un système de chauffage au propane qui apparemment était en état de fonctionner. Qu'est-ce qui les a poussés à se laisser mourir de cette façon-là ? Ce que j'ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est que les 5 gaillards en question ont tous un déficit mental. Alors c'est pas des handicapés, ils ont juste un léger retard mental. Donc imaginez-vous bien, on est en 78 aux États-Unis, le traitement le traitement psychologique et les connaissances sur la psychologie humaine n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une forme d'autisme, ça peut être... on sait pas exactement... Enfin, j'ai pas trouvé d'informations exactes sur ce qu'ils avaient vraiment en termes de pathologie mentale, mais s'ils étaient à 5 partis en voiture assister à un match à 80 km de chez eux, on imagine bien que c'est un petit déficit, c'est pas grand chose. Donc qu'est-ce qui pousse ces 5 hommes à ne pas se nourrir et à pas se chauffer alors qu'on a de la ressource à dispo et qu'on est isolé en pleine forêt dans un endroit hostile en plein hiver? C'est une question qui se pose, mais la mère de Ted dira que, connaissant son fils, il a possiblement eu peur
qu'on l'accuse de vol, parce que c'est dans sa éducation, hein, on ne touche pas aux affaires qui nous appartiennent pas. Et à un moment donné, je me dis que si je suis vraiment en état critique en termes de survie, j'hésiterai pas une seconde à me servir. Et c'est là qu'il faut garder en tête que justement, ils ont un léger handicap mental. Donc même si on ne sait pas exactement ce que c'est peut-être un handicap qui les a poussés à réagir un peu, vous savez, comme les enfants, on m'a dit de pas toucher, j'y touche pas. Mais ça me paraît quand même assez gros comme réaction de se laisser mourir, quoi. Sur le moment, les autorités recevront quand même le témoignage d'une personne qui se trouvait à proximité ce 24 février au soir dans la forêt de Pluma. Donc il s'agit d'un randonneur de 55 ans, Joe Shantz. Donc il expliquera qu'il était sur les lieux pour faire un repérage dans le but de faire des randonnées dans les prochains jours. Mais qu'au moment de partir, sa voiture s'est enlisée et que quand il a voulu la dégager, il a commencé à faire un malaise cardiaque. Donc incapable de repartir, il s'enferme dans sa voiture et attend que ça passe. Et dans la nuit, il apercevra 2 jeux de phares derrière lui. Ceux d'une voiture qui sera garée 15 mètres derrière la sienne et les phares d'un pick-up qui se trouve à une cinquantaine de mètres plus loin. Il distinguera aussi les silhouettes de 3 hommes éclairés par les phares et ceux d'une femme et d'un bébé. Donc à plusieurs reprises, il klaxonne et demande à l'aide, mais à chaque fois qu'il essaiera d'interpeller les gens qui étaient présents sur les lieux, les discussions s'arrêtent et les torches s'éteignent. Le lendemain matin, il arrive à sortir de sa voiture et fait difficilement le chemin de retour à pied jusqu'à son domicile. Et pendant le trajet, il croisera une Mercury Montego bizarrement garée sur le bas-côté du sentier. Il fera rapidement le lien quand la disparition fera la une des journaux locaux. Bon, c'est vrai que le témoignage est troublant et cohérent, mais faut pas oublier que Joe, donc le témoin dont on parle là, déclare avoir fait un malaise cardiaque. Il déclare aussi avoir eu des hallucinations pendant cette nuit. Donc est-ce qu'il a vu des choses entremêlées d'hallucinations ? Ça, on peut pas le savoir. Ça reste un témoignage qui est quand même crédible, mais est-ce qu'on peut apporter du crédit à tout ce qu'il raconte ? Ça, c'est pas sûr du tout. Et si le mystère était pas assez grand, une femme déclara avoir aperçu 2 jours plus tard, à plusieurs kilomètres de là, donc à Brownsville, descendant d'un pick-up, 4 hommes correspondant à la description des disparus. On récapitule. Un témoin nous dira avoir vu un jeu de phares d'une voiture garée derrière lui et des phares de pick-up. Et 2 jours après, on aurait vu 4 personnes qui correspondaient à 4 des 5 disparus descendre d'un pick-up devant une supérette. Si vraiment ils ont été aperçus descendant d'un pick-up à 40 bornes de là 2 jours plus loin, pourquoi on a retrouvé leurs corps ensemble dans la forêt ? Donc on a retrouvé tous les corps sauf ceux de Gary Mathias. Si vraiment 4 des 5 ont été aperçus descendant d'un pick-up 2 jours plus loin, ça veut dire que le seul qui n'y était pas, c'était Gary. Donc où est-ce qu'il est ? Parce que la seule chose qu'on a retrouvé de lui, c'est ses baskets dans la caravane. C'est... Bon, autant le dire, il n'y a aucune théorie qui tient la route. Une des théories officielles serait qu'il se serait perdu et qu'il se serait enfoncé dans la forêt. Et comme il s'était perdu, ils sont sortis de la voiture. Mais honnêtement, qui serait sorti d'une voiture en pleine tempête de neige, en pleine forêt, en pleine montagne, de nuit, sans équipement, pour trouver de l'aide ? Ça tient pas. Ça tient pas du tout. Ensuite, les autorités ont suivi la piste de l'enlèvement. Aucun élément ne permet de dire qu'il y a d'autres personnes en jeu, qu'ils ont subi quoi que ce soit. Rien n'a été trouvé, que ce soit dans la voiture ou au niveau des corps, qui montrerait en fait qu'ils aient été forcés à se retrouver à cet endroit-là. Donc, ça tient pas du tout non plus. Ensuite, on a parlé de la thèse psychotique, parce qu'ils ont tous une déficience mentale, oui, mais Gary Mathias, lui, était schizophrène et sous médicaments. Mais n'oubliez pas qu'on est à la fin des années 70 et que les traitements sont vraiment au tout début de leur mise en place. Donc est-ce qu'il était vraiment stabilisé ? Je pense pas. Est-ce qu'il aurait pu avoir une crise psychotique qui aurait poussé les autres à se barrer dans la forêt ? Rien ne le prouve non plus, que ce soit dans la voiture ou au niveau des corps retrouvés. Et d'ailleurs, c'est le seul corps qu'on n'a pas retrouvé, c'est le sien. Donc à la limite qu'il ait eu une crise psychotique par manque de médicaments après avoir fui et qu'il s'est enfoncé vraiment très loin dans la forêt et qu'on le retrouve pas, d'accord, mais je vois pas comment il aurait pu forcer 4 de ses potes à le suivre dans son délire, même s'ils étaient pas au meilleur de leur forme intellectuelle, je veux dire. Donc encore une fois, ça tient pas tellement. Bon, et puis dans les années 70, on est au nord de la Californie, on a une énorme forêt enneigée. Donc vous imaginez bien qu'on a eu le droit aussi aux théories nous parlant d'enlèvement extraterrestre, de Bigfoot, de forêt maudite. Mais là encore, on n'a rien pour étayer ce genre de choses. Déjà que c'est difficile de prouver quand un phénomène paranormal ou un phénomène d'enlèvement extraterrestre a eu lieu.
Là, c'est le néant total, rien permet d'expliquer ça. La seule chose de sûr, et comme l'a déclaré le shérif adjoint de l'époque, cette affaire est foutrement bizarre, point final. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. Moi je vous dis à bientôt, ciao!